Après la mort de 27 migrants dans la Manche, réunion à Calais à 15 h en présence de Gérald Darmanin et de représentants des gouvernements belges, néerlandais et allemands, mais sans la présence de la ministre de l'Intérieur britannique. Réaction suite à la lettre de Boris Johnson demandant au président français Emmanuel Macron de reprendre les migrants arrivés en Grande-Bretagne. Invitée en début de journal, Delphine Rouillot, directrice générale de France Terre d'Asile. Les mesures de restriction se multiplient après la découverte du nouveau variant au Covid apparu en Afrique du Sud. Des premiers cas ont été détectés en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, mais aussi en Israël. 2 nouveaux cas du variant Omicron ont été détectés ce dimanche en Australie. Près de 5 millions d'Honduriens appelés aux urnes pour élire leur président. Un scrutin où de puissants gangs de trafiquants de drogue ont étendu leur corruption jusqu'au plus haut niveau de l'État. Le scrutin s'annonce serré entre la candidate de gauche, Xiomara Castro, donnée favorite, et le maire de la capitale, Asfoura, du parti de droite du président sortant. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Réunion des ministres européens à Calais, 4 jours après le drame survenu dans la Manche. 27 personnes ont perdu la vie en mer dans le naufrage de leur embarcation. Les Britanniques en sont exclus après la lettre du Premier ministre Boris Johnson adressée au président français. Cette réunion doit aboutir à davantage de coopération dans la crise migratoire. Elle est la première victime identifiée, une jeune kurde irakienne de 24 ans, Mariam Nouri Ahmad Amin, partie rejoindre son fiancé. Reportage. Dans sa chambre vide en Irak, il ne reste que ces 2 photos. Mariam Nouri Ahmad Amin, 24 ans, pose avec son fiancé. Lui se trouve au Royaume-Uni. Elle voulait le rejoindre en traversant la Manche. Selon sa famille, elle fait partie des 27 personnes décédées jeudi, après le naufrage. Juste avant de monter dans ce bateau, elle a envoyé une photo à son fiancé en lui disant « J'arrive ». Leur histoire était tellement romantique, ils s'aimaient énormément. Officiellement, sa mort n'a pas été confirmée. Les autorités françaises gardent le silence. C'est le fiancé, sans nouvelles, qui a prévenu la famille au Kurdistan, plongeant des centaines de personnes dans un immense chagrin. La jeune femme avait un visa italien. Plusieurs fois, elle avait tenté d'entrer en Grande-Bretagne de manière légale. Sans succès, sans solution, elle a fini par payer un passeur et embarquer dans l'un de ses bateaux, sans jamais en parler à ses proches, comme son père, pour ne pas les inquiéter. Je ne savais pas qu'elle allait partir illégalement. La nuit de l'accident, je lui ai parlé et elle était très heureuse. Elle était détendue. Elle était dans un hôtel en France. Son père fustige aussi l'attitude des pays européens et appelle les autres réfugiés à ne pas sacrifier leur vie en tentant cette traversée clandestine et périlleuse. On en parle avec Delphine Rouillot, directrice générale de France Terre d'Asile. Bonjour. Que peut-on espérer de cette réunion à Calais? Et que pensez-vous de la lettre de Boris Johnson au président français Emmanuel Macron? Écoutez, cette réunion, elle se présente sous des auspices qui ne sont pas forcément les meilleurs parce que son ordre du jour ne me semble pas approprié. La priorité pour nous aujourd'hui, c'est évidemment de lutter contre les passeurs, mais c'est aussi de poser la question de la fermeture des voies d'accès légales au Royaume-Uni. Or, les déclarations du gouvernement français bien placer cette réunion exclusivement sous l'angle de la lutte contre les passeurs. Notre sujet, si vous voulez, c'est de considérer qu'il faut aller à la source du problème. La prolifération des réseaux de passeurs, elle provient du fait que les migrants n'ont aucun moyen de rejoindre le Royaume-Uni par des voies légales, sécurisées. Le reportage que vous venez de passer en est une illustration absolument dramatique, c'est-à-dire que cette jeune fille n'a pas eu d'autre solution, quelque part, que de se jeter dans les bras de réseaux de passeurs et de prendre des risques absolument inouïs pour rejoindre le Royaume-Uni alors qu'elle était dans une situation où le regroupement familial aurait sans doute pu lui permettre d'y parvenir. On attend donc de cette réunion une prise de conscience du fait que cette question de la manière de lutter contre ces risques très très grands que prennent les migrants passe par une renégociation réelle des accords entre la France, l'Europe et le Royaume-Uni en matière migratoire. Donc vous nous dites que plus les entrées sur le territoire sont difficiles et plus les coûts des passages augmentent la rentabilité des passeurs. C'est-à-dire que la solution essentiellement, voire uniquement répressive est un échec. Du coup, quelle serait une politique équilibrée en la matière ?
En fait, la difficulté, c'est que le Royaume-Uni a fermé ses frontières progressivement, a transféré, vous savez, par ce qu'on appelle les accords du Touquet, la responsabilité de la frontière entre la France et le Royaume-Uni sur la côte française, et que depuis le Brexit, il n'y a plus aucun accord en fait qui régisse les relations migratoires entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc, il faut absolument trouver un moyen pour que la responsabilité des Britanniques soit également assumée et que vous me demandiez ce qu'on pensait de la lettre de Boris Johnson. Ce que Boris Johnson dit dans sa lettre, c'est grosso modo, débrouillez-vous, ceci n'est pas mon problème. Or, le Royaume-Uni est signataire d'engagements internationaux qui lui obligent à instruire les demandes d'asile et il ne peut pas simplement fermer les yeux et considérer que tout ceci n'est pas son sujet. Donc, ce que nous, on souhaite très sincèrement, c'est que des négociations s'engagent, partager la responsabilité et que les Britanniques assument qu'une partie des personnes qui sont présentes à Calais sont des demandeurs d'asile qui souhaitent rejoindre le Royaume-Uni et qui doivent, à ce titre, être pris en charge par le Royaume-Uni pour qu'ils puissent regarder s'ils sont ou pas légitimes à rejoindre leur territoire. Mais la fermeture, le no-go tel que Boris Johnson le formule aujourd'hui est inacceptable. Par ailleurs, un diplomate britannique propose des patrouilles communes de policiers ou de gardes-côtes britanniques le long des plages. En quoi cela serait-il une aide ? Mais ça ne serait pas une aide, ça ne serait absolument pas une aide. Aujourd'hui, les accords du Touquet, ils prévoient déjà de la coopération entre les forces de police françaises et britanniques, mais le renforcement des moyens sécuritaires sur la côte calaisienne ne va absolument pas résoudre le problème. Si on pense que c'est en mettant plus de policiers sur la côte qu'on empêchera les gens de passer, on ne résout pas le problème, on se trompe complètement de problème. Les personnes qui sont à Calais, elles sont dans une situation qui est désespérée. On est face à des personnes qui sont pour certaines avec une perspective véritable d'intégration au Royaume-Uni, pour d'autres qui sont déboutés du droit d'asile en Europe et qui se disent que l'Angleterre est quelque part leur dernière chance. C'est pas en mettant des policiers sur la lande calaisienne qu'on va résoudre le problème, c'est en trouvant des solutions pour essayer d'instruire administrativement la situation de toutes ces personnes, les accueillir mieux et partager quelque part la responsabilité de leur accueil entre le Royaume-Uni, la France et plus largement l'Union européenne. Très rapidement, il faut résoudre les problèmes. La question essentielle, c'est la prévention. Quelle est-elle ? Je ne sais pas ce que vous entendez par prévention. La question essentielle, c'est l'accueil. C'est la bonne manière de trouver des solutions d'accueil pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas durablement vivre dans les conditions misérables dans lesquelles elles sont réduites à Calais, dans cette espèce d'entre-deux où elles ne sont ni bien prises en charge par l'État français, ni évidemment prises en charge par les Britanniques. Merci beaucoup Delphine Bouillot d'avoir été avec nous sur France 24. Merci à vous. Direction la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Plusieurs centaines de migrants y sont toujours bloqués. Alexandre Loukachenko est accusé par les Européens d'avoir orchestré délibérément cette crise migratoire. Quelques centaines de personnes, pour la plupart des Kurdes irakiens, sont actuellement logées au centre logistique de Brouzgi, près de la frontière polonaise. Nos envoyés spéciaux en Biélorussie, Gulliver Krag et Pascal Mariani, les ont rencontrés. Reportage. L'hiver est arrivé. Un garde-frontière biélorusse joue avec les enfants migrants. La plupart n'avaient jamais vu la neige. En Turquie, nous vivions dans une région où il y a des plaines. Il y a des endroits où il neige dans le pays, mais pas là où on était. C'est à cause de cette neige que je ne peux pas tenter à nouveau de passer la frontière, car la voie est fermée. Nous y sommes allés et on ne nous laisse pas passer. Avec sa femme malade, Ahmed ne veut pas s'éterniser à l'extérieur. Sale temps pour attendre un repas avec des enfants, mais dedans on n'est pas servi. Ceux qui obtiennent des repas se précipitent dans ce hangar. Regardez là, c'est ça la nourriture. C'est pour ça qu'on attend 2 heures dehors. Près de 1700 migrants sont hébergés ici. Tous ont déjà tenté d'entrer en Pologne. Certains ont été refoulés plusieurs fois. Ahmed et sa famille ne peuvent pas reculer. Ils vivaient illégalement en Turquie après avoir fui la Syrie il y a 9 ans. Alors, quand d'autres Syriens leur ont parlé de cette nouvelle route pour entrer en Europe, ils ont décidé de tenter leur chance. On nous a dit que ce serait facile, qu'il fallait juste atteindre les frontières et que l'Europe nous laisserait passer et qu'on serait accueillis comme des êtres humains, surtout si on voyageait en famille. Mais c'est tout le contraire. Si on avait su que ça se passerait comme ça, la situation, le froid, les maladies, les gaz lacrymogènes, on ne serait pas venu.
Tous sont choqués par la réaction musclée des autorités polonaises et par son recours au gaz anti-émeute. Quand on voit la police des frontières polonaises utiliser du spray au poivre contre un enfant, vous savez, l'Irak est un pays difficile. Il y a la guerre, la crise économique, tout ça, mais jamais on aspergerait de spray au poivre le visage d'un enfant. Certains migrants ici nous ont aussi exprimé leur colère contre la Biélorussie qu'ils accusent de se servir d'eux dans un jeu géopolitique, mais pas devant la caméra. Ici, ils sentent que la meilleure réponse, c'est de rester calme, poli et reconnaissant qu'au moins ils ne dorment pas dans la forêt. L'inquiétude grandit. Plusieurs pays renforcent leur protection face aux nouveaux variants du Covid apparus en Afrique du Sud, déjà détectés en Italie, en Allemagne, en Belgique ou en République tchèque. En France, toute personne cas contact devra s'isoler, même si elle est vaccinée. Au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Boris Johnson renforce les conditions d'entrée sur le territoire. D'autres pays à travers le monde commencent à prendre des mesures. Avec le nouveau variant Omicron, nouvelle vague de restrictions. Israël ferme ses frontières à tous les étrangers à partir de dimanche soir. Les Israéliens qui veulent rentrer chez eux, même vaccinés, devront s'isoler au moins 3 jours. Des mesures qui interviennent après la découverte d'un cas confirmé parmi des voyageurs revenant du Malawi. Et seulement quelques semaines après la rouverture du pays aux touristes. אני מבין שאולי צריך לשנות את יעד החופשה ולהיכנס לבידוד כשחוזרים מחול. זה קורה גם אצלי במשפחה. ההגבלות על גבולות המדינה הן לא צעד קל. Depuis que le nouveau variant a été découvert en Afrique du Sud, de nombreux pays ont fermé leurs frontières aux voyageurs arrivant d'Afrique australe. Des centaines de personnes ont ainsi été mises en quarantaine et bloquées dans plusieurs aéroports. Ce week-end, des cas ont été identifiés pour la première fois en Australie, ainsi que dans plusieurs pays européens. Au Royaume-Uni, le gouvernement a annoncé un durcissement des règles d'entrée pour les arrivants de tous les pays, tests PCR et isolement jusqu'au résultat. Et le masque est de nouveau obligatoire dans les transports et les commerces. It's important, I think, to act in a proportionate way and also in a temporary way. I hope this is something that we can remove within weeks. Il faudra encore plusieurs semaines pour comprendre le nouveau variant, mais l'OMS l'a déjà classé comme préoccupant. Aucun cas du variant Omicron du Covid a été officiellement détecté pour l'instant en France. On écoute le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui s'est exprimé ce dimanche en visitant un centre de vaccination. À date, il n'y a pas encore eu d'identification de ce type de variant Omicron sur le territoire national, mais c'est une question d'heures, très probablement, il faut se dire les choses. Nous sommes en train de travailler avec une coordination internationale pour pouvoir identifier tous les tenants et aboutissants, parce que nouveau variant ne veut pas forcément dire nouvelle vague ou que le variant soit plus dangereux. En pleine 5e vague, les Suisses disent largement oui au pass sanitaire contre le Covid. Résultat des premières estimations du référendum selon les instituts de sondage. Seul le parti d'extrême droite, l'UDC, avait appelé à voter contre cette loi. Les opposants au pass sanitaire ont donc perdu le scrutin. Reste à savoir si les anti-vax vont accepter le résultat du vote. Élections présidentielles et législatives au Honduras dans un climat de violence, un scrutin crucial pour l'avenir du pays. Près de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Au moins 28 acteurs politiques ont été assassinés depuis le début de la campagne. Des responsables sont accusés de trafic de drogue, de corruption et de blanchiment. On écoute quelques habitants honduriens. J'espère vraiment qu'il y aura la paix. Nous en avons réellement besoin. Mais je ne pense pas que ce sera le cas. On sent la tension dans l'air. Le prix des denrées alimentaires de base est trop cher. Le salaire minimum est trop bas. On ne peut pas vivre avec le salaire minimum au Honduras. Ce que nous attendons du prochain président de ce pays, du Honduras, c'est qu'il fournisse des emplois, de l'éducation, qu'il aide les pauvres à aller de l'avant et qu'il n'y ait pas de troubles. Qu'il garantisse la sécurité, parce que vous savez que nous sommes les premières victimes. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. L'information continue sur France 24, en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous.